Elle a vu une petite fille seule dans la rue et l'a accueillie. 3 jours plus tard, une voiture de luxe s'arrête devant sa porte. Un millionnaire en descend et pleure en voyant l'enfant. Il dit « Vous avez sauvé ma fille, maintenant je vous sauve. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire ?» Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému, en tant qu'auditeur premium, il existe des romans encore plus profonds, intenses et secrets. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenir membre maintenant » et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. La pluie battait les rues pavées de Saint-Malo cette nuit de mars, quand le ciel semblait s'effondrer sur la cité historique bretonne. Les eaux ruisselaient le long des gouttières des maisons coloniales colorées, formant de petits ruisseaux qui serpentaient entre les pierres irrégulières. Élise Dufour, propriétaire d'une petite pension appelée le Refuge des Marais, observait la tempête par la fenêtre de son salon, une tasse de tisane à la camomille refroidissant entre ses mains. À 37 ans, Élise portait dans son regard la douceur de quelqu'un né pour prendre soin des autres, mais aussi la mélancolie de rêves reportés. Le rêve de fonder une famille s'était évanoui des années auparavant, quand elle avait découvert qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Son ex-mari, incapable d'accepter cette réalité, était parti, ne laissant derrière lui que des photographies jaunies et l'écho de promesses non tenues. Maintenant, sa vie se résumait à la gestion de la pension héritée de ses parents. Une grande maison bleue, restaurée avec soin et transformée en un refuge accueillant pour les touristes. Ces dernières années, Élise s'était habituée à la solitude, remplissant ses journées de petits rituels. Le petit déjeuner servi aux clients, les promenades matinales dans le centre historique, les conversations avec Madame Mathilde, la vieille dame qui vendait des herbes au marché municipal. Cette nuit-là, cependant, quelque chose l'inquiétait. La tempête semblait différente, presque comme un présage. Elle posa sa tasse sur la table en bois massif et ajusta son châle en crochet sur ses épaules. Les clients s'étaient déjà retirés et la pension était silencieuse, excepté le tambourinement insistant de la pluie contre les vieilles tuiles. C'est alors qu'elle entendit un bruit étrange provenant de l'entrée de la pension, comme si quelqu'un grattait à la porte. Hésitante, Élise traversa le couloir au sol froid, le cœur battant. En ouvrant la lourde porte en bois, elle se trouva face à une vision qu'elle n'oublierait jamais. Une petite fille, trempée jusqu'aux os, les cheveux noirs collés à son visage pâle, les yeux bruns écarquillés dans une terreur silencieuse. « Mon Dieu, petite, que fais-tu seule dans la tempête ?» s'exclama Élise, s'abaissant instantanément pour se mettre à la hauteur de la fillette. L'enfant, qui ne paraissait pas avoir plus de 8 ans, tremblait incontrôlablement, les lèvres violettes de froid. Elle ne répondit pas, fixant simplement Élise avec une intensité déconcertante. « Viens, entrons, tu as besoin de vêtements secs et de quelque chose de chaud à boire, » dit Élise, guidant doucement la petite à l'intérieur de la pension. Dans la chaleur de la cuisine, Élise sécha la fillette avec des serviettes douces, lui prêta un t-shirt qui servit de chemise de nuit et prépara un chocolat chaud à la cannelle, spécialité de la maison. À chaque geste attentionné, elle observait l'enfant avec une inquiétude croissante. Il n'y avait aucune identification, aucun effet personnel hormis les vêtements trempés. Et plus alarmant encore, aucun mot ne sortait de ses lèvres. « Comment t'appelles-tu, ma chérie ?» tenta à nouveau Élise, s'asseyant à côté de la fillette à la table de la cuisine. Silence. Les yeux de l'enfant parcouraient l'environnement, cataloguant chaque détail, chaque objet, avec une attention qui semblait dépasser son âge. « Tu t'es perdu? Tu es blessé ?» continua Élise, l'instinct maternel affleurant intensément. Après plusieurs minutes de silence, alors qu'Élise envisageait déjà d'appeler la police, la fillette parla enfin, sa voix douce comme un murmure. « Lulu. Lulu, c'est ton nom ?» demanda Élise, le cœur bondissant dans sa poitrine en entendant la voix enfantine. La fillette acquiesça légèrement, prenant une petite gorgée de chocolat chaud. Ses yeux ne quittaient jamais le visage d'Élise, comme si elle essayait d'y déchiffrer quelque chose. « Et tes parents, Lulu? Où sont-ils » La question fit baisser les yeux de la fillette, une ombre passant sur son visage délicat. « Je ne sais pas » murmura-t-elle, si bas qu'Élise l'entendit à peine. Cette nuit-là, après beaucoup d'insistances sans résultat, Élise décida que le mieux serait d'attendre le matin pour contacter les autorités.
Elle prépara la suite la plus confortable de la pension pour Lulu, avec un lit douillet et une lampe en forme de lune qui projetait des étoiles au plafond. « Demain, nous retrouverons ta famille. Je te le promets, » dit Élise, bordant la petite. « Mais maintenant, tu es en sécurité ici. » Quand elle se tourna pour quitter la chambre, elle sentit une petite main retenir son poignet. « Reste » demanda Lulu, les yeux suppliants. Élise n'hésita pas. Elle s'allongea à côté de la fillette, caressant ses cheveux déjà secs et fredonnant doucement une berceuse que sa propre mère lui chantait. Peu à peu, la respiration de Lulu devint plus profonde et régulière. En observant l'enfant endormi, Élise sentit quelque chose s'éveiller en elle, un sentiment depuis longtemps endormi. Il y avait quelque chose de familier chez cette fillette, quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer. C'était comme si, d'une manière inexplicable, cette rencontre était prédestinée. Dehors, la tempête continuait, mais à l'intérieur du refuge des marées, quelque chose commençait à changer dans le cœur d'Élise Dufour. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette nuit marquerait seulement le début d'un voyage qui transformerait sa vie à jamais. Le lendemain matin, Élise se réveilla avec l'arôme du café frais. Confuse, elle se leva rapidement, constatant que Lulu n'était plus dans le lit. Suivant l'odeur, elle trouva la fillette dans la cuisine, debout sur un tabouret, essayant d'atteindre les tasses sur l'étagère. « Bonjour » dit Élise, surprise. « Tu es déjà réveillée ?» Lulu se retourna, un petit sourire se formant au coin de ses lèvres. « J'ai fait du café pour toi » dit-elle, montrant la cafetière qu'Élise était certaine de ne pas avoir préparée la veille. « Comment as-tu » commença Élise. Mais elle s'interrompit en remarquant quelque chose d'étrange dans le regard de la fillette. Pendant un instant, les yeux de Lulu semblèrent plus vieux, plus sages, comme s'ils avaient vu bien au-delà de ses quelques années de vie. « Tu l'aimes avec du sucre » affirma Lulu, non comme une question, mais comme une certitude absolue. Élise sentit un frisson parcourir son échine. Elle aimait effectivement le café avec du sucre, mais il n'y avait aucun moyen pour que la fillette le sache. Alors que le soleil du matin commençait à dissiper les nuages de la tempête de la nuit précédente, Élise réalisa qu'il y avait quelque chose de spécial chez Lulu, quelque chose qui transcendait la compréhension commune, quelque chose qui, dans les jours à venir, changerait complètement sa perspective sur le monde. Dans les jours qui suivirent, Élise retarda la visite au commissariat de Saint-Malo. Chaque matin, elle se disait que c'était son devoir de signaler l'apparition de la fillette, mais quelque chose l'en empêchait. Peut-être était-ce la façon dont Lulu s'était adaptée au rythme de la pension, ou comment elle aidait aux petites tâches, arrangeant les fleurs dans les vases, ou pliant les serviettes avec une précision surprenante pour son âge. Ou peut-être était-ce quelque chose de plus profond, un sentiment grandissant que cet enfant avait comblé un vide qu'Élise portait depuis des années. Le 3e jour après la tempête, alors qu'elle servait le petit déjeuner aux clients, Madame Mathilde apparut à la pension, apportant des herbes fraîches comme elle le faisait chaque semaine. La vieille dame, connue dans la ville pour ses connaissances des plantes médicinales et pour ses intuitions, que beaucoup disaient ne jamais faillir, s'arrêta brusquement en voyant Lulu aider à servir des pains au chocolat, tout juste sortis du four. « Et cette petite, Élise, je ne savais pas que tu avais une nouvelle assistante », commenta Mathilde, ses yeux perspicaces étudiant l'enfant. Élise sentit son visage s'échauffer. « C'est une nièce éloignée qui passe quelques jours chez moi », mentit-elle, se surprenant elle-même par la facilité du mensonge. Mathilde ne semblait pas convaincue. Elle s'approcha de Lulu et, sans prévenir, prit sa petite main entre les siennes, ridée par le temps. La fillette ne recula pas. Au contraire, elle fixa la vieille dame avec la même intensité qu'elle avait montrée en rencontrant Élise. « Cet enfant a le don », murmura Mathilde, si bas que seule Élise put l'entendre. « Prends bien soin d'elle. Elle est venue à toi pour une raison. » Avant qu'Élise puisse demander ce que la vieille dame voulait dire, Mathilde lâcha la main de Lulu, laissa les herbes sur le comptoir et sortit, ne laissant derrière elle que l'arôme de romarin et de mystère. Cet après-midi-là, pendant que les clients visitaient le centre historique, Élise et Lulu s'assirent dans le petit jardin à l'arrière de la pension. La journée était ensoleillée, parfaite pour sécher les vêtements qui se balançaient sur le fil à linge, et des papillons dansaient entre les fleurs d'hibiscus. « Lulu » commença Élise, choisissant soigneusement ses mots. « Tu sais que nous devons retrouver ta famille, n'est-ce pas? Ils doivent être très inquiets pour toi. » La fillette, qui jouait avec une feuille tombée, leva les yeux. « Ils vont me trouver », dit-elle simplement comme si elle expliquait quelque chose d'évident. « Ils? Qui, Lulu? »« Papa, et les méchants hommes aussi.
répondit-elle, reportant son attention sur la feuille. Un frisson parcourut l'échine d'Élise. Les méchants hommes, quels hommes, ma chérie? Lulu haussa les épaules. Ceux qui veulent le trésor. Avant qu'Élise puisse insister, la fillette se leva soudainement, les yeux fixés sur quelque chose au-delà du mur de la pension. « Il va pleuvoir à nouveau », annonça-t-elle. Élise regarda le ciel parfaitement bleu, sans aucun signe de nuage. « Ça n'en a pas l'air, Lulu. La journée est magnifique. Pas maintenant, plus tard, quand le soleil se cachera. »« Grosse tempête », insista l'enfant, son ton soudainement adulte. « Nous devons rentrer le linge et fermer les fenêtres. » Intriguée mais sceptique, Élise décida de suivre la suggestion de la fillette, plus pour la calmer que par réelle croyance en la prédiction. Elles rentrèrent le linge encore humide et fermèrent toutes les fenêtres de la pension. À la surprise d'Élise, vers 6 heures du soir, alors que le soleil commençait à se coucher, des nuages sombres apparurent à l'horizon, et en moins d'une demi-heure, une tempête encore plus forte que celle de la nuit où elle avait trouvé Lulu s'abattit sur Saint-Malo. Les clients, qui étaient rentrés à temps, commentèrent avec étonnement la rapidité avec laquelle le ciel avait changé. Cette nuit-là, après que tous se furent retirés, Élise trouva Lulu assise sur la véranda couverte, observant la pluie avec une expression sereine. « Comment savais-tu » demanda Élise, s'asseyant à côté de la fillette. Lulu garda les yeux sur la pluie. « Je vois des choses parfois. » Avant qu'elle n'arrive, cette déclaration, dite avec tant de naturel, fit à Élise se souvenir des paroles de Madame Mathilde. Le don. « Depuis quand tu vois des choses ?»« Depuis toujours, » répondit Lulu, se tournant pour regarder Élise. « Maman disait que c'était un cadeau spécial. Papa disait que c'était de l'imagination. » C'était la première fois que la fillette mentionnait ses parents volontairement, et Élise saisit l'opportunité. « Et où est ta mère maintenant, Lulu ?» Les yeux de l'enfant se remplirent de larmes. « Elle est partie vers les étoiles. Papa était très triste. Après, les méchants hommes ont commencé à nous suivre à cause du trésor que maman a laissé. » Élise serra la fillette dans ses bras, sentant son petit corps trembler contre le sien. « Quel trésor, ma chérie ?»« Je ne sais pas vraiment. Papa a dit qu'il ne pourra être ouvert que quand j'aurai 18 ans, » expliqua Lulu, essuyant ses larmes. « C'est pour ça qu'ils me veulent. » L'histoire semblait sortie d'un film, et une partie d'Élise voulait croire que ce n'était que le fruit de l'imagination d'une enfant traumatisée. Mais il y avait quelque chose dans la conviction de Lulu, dans la manière dont elle avait prédit la tempête, qui faisait que chaque mot sonnait vrai. « Comment es-tu arrivée ici, Lulu? Comment t'es-tu séparée de ton père ?» La fillette fronça les sourcils, comme si elle essayait d'organiser des souvenirs confus. « Nous étions sur le bateau. La tempête est arrivée. Papa m'a dit de me cacher. Après, je ne me souviens plus très bien. Je me suis réveillée sur la plage, j'ai beaucoup marché, j'avais peur et froid. Puis j'ai vu ta pension avec la lumière allumée. Et comment savais-tu que tu pouvais me faire confiance ?» demanda Élise, sincèrement curieuse. Lulu sourit, un sourire qui illumina son visage comme le soleil après la tempête. « Je t'ai vu avant, dans mes rêves. Tu m'attendais, tu ne le savais juste pas encore. » Les paroles de la fillette touchèrent Élise d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. C'était comme si un puzzle commençait à se former, des pièces de destin entrelacées s'assemblant lentement. Cette nuit-là, tandis que Lulu dormait profondément dans la chambre voisine, Élise se retournait dans son lit, incapable de trouver le sommeil. L'histoire de la fillette à propos d'un trésor mystérieux et d'hommes dangereux à sa poursuite semblait fantaisiste, mais le don de Lulu était indéniable. Si elle pouvait réellement prévoir les événements futurs, peut-être que tout le reste était vrai aussi. Pour la première fois depuis qu'elle avait trouvé l'enfant, Élise ressentit une peur authentique. Et si elle les mettait toutes les deux en danger en ne contactant pas les autorités? Et si ces méchants hommes existaient réellement et cherchaient Lulu? D'un autre côté, si l'histoire était vraie, livrer la fillette à la police pourrait l'exposer précisément au danger qu'elle craignait. Sans preuve concrète ou non, comment garantir qu'elle serait correctement protégée? Alors qu'Élise débattait entre le juste et le nécessaire, elle ne remarqua pas quand elle s'endormit, finalement. Dans ses rêves, elle vit une femme au visage doux, étrangement familier, tenant la main d'une Lulu plus jeune. La femme regardait directement Élise et disait « Prends soin d'elle, tu es la seule qui peut ». Elle se réveilla en sursaut au son de la sonnette de la pension. L'horloge digitale à côté du lit indiquait 7h15 du matin. Trop tôt pour être un client ou une livraison, pensa-t-elle, enfilant rapidement une robe de chambre par-dessus sa chemise de nuit. En ouvrant la porte d'entrée,
elle se retrouva face à un homme grand, d'allure élégante, vêtu de vêtements coûteux mais froissés, comme s'il avait dormi avec. Ses yeux étaient rouges et de profondes cernes marquaient son visage. Malgré son apparence fatiguée, il y avait quelque chose d'intensément magnétique dans sa présence. « Bonjour », dit-il, la voix rauque de quelqu'un qui n'a pas dormi depuis des jours. « Je vous prie de m'excuser pour l'heure, mais je suis désespéré. Je m'appelle Thomas Martin, je cherche ma fille. Elle a disparu pendant la tempête d'il y a 4 jours. Une fillette de 8 ans, cheveux noirs, yeux bruns. » Le cœur d'Élise s'accéléra. La description correspondait parfaitement à Lulu. Avant qu'elle puisse répondre, elle entendit des pas légers derrière elle. En se retournant, elle vit Lulu debout dans le couloir, portant encore la chemise de nuit prêtée, les yeux écarquillés fixés sur l'homme à la porte. « Papa !» murmura la fillette, et elle courut dans les bras de l'inconnu, qui tomba à genoux, l'étreignant avec force, des larmes coulant librement sur son visage maintenant transformé par l'émotion. « Louise, ma petite, j'ai cru t'avoir perdue pour toujours, » sanglota-t-il, utilisant le nom complet de la fillette pour la première fois depuis qu'Élise la connaissait. Observant la scène, Élise ressentit un mélange contradictoire d'émotions. Soulagement que Lulu, ou plutôt Louise, ait retrouvé son père, et une inexplicable sensation de perte, comme si quelque chose de précieux lui était arraché des mains. Ce qu'Élise ignorait, c'est que ces retrouvailles marquaient seulement le début d'une histoire bien plus complexe, où passé, présent et futur s'entremêleraient d'une façon qu'aucun d'entre eux ne pouvait prévoir. Assis dans le salon de la pension, Élise observait attentivement l'interaction entre le père et sa fille. Thomas Martin ne semblait pas être le type d'homme qu'elle avait imaginé durant les conversations avec Lulu. Elle s'attendait à quelqu'un de plus sévère, peut-être arrogant, correspondant à l'image qu'elle avait d'un millionnaire. Cependant, l'homme devant elle démontrait une gentillesse authentique et une vulnérabilité qui la surprenait. « Je ne sais comment vous remercier d'avoir pris soin de ma fille, Madame Dufour, » dit Thomas, tenant la tasse de café qu'Élise lui avait offerte. Louise était assise à ses côtés, appuyée contre son épaule, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse si elle s'éloignait. « J'ai passé les derniers jours à parcourir chaque centimètre de cette ville. Je commençais à perdre espoir. Ce fut une rencontre inhabituelle, répondit Élise, choisissant soigneusement ses mots. Louise est apparue pendant la tempête, complètement trempée. Je ne pouvais pas la laisser dans la rue. Thomas embrassa le sommet de la tête de sa fille. Elle est spéciale, elle l'a toujours été. Depuis toute petite, elle a cet instinct, comme si elle savait où être et quand. Élise remarqua l'hésitation dans sa voix, comme s'il évitait de mentionner explicitement le don de sa fille. « Oui, j'ai remarqué qu'elle a une sensibilité hors du commun, » commenta-t-elle, testant le terrain. Les yeux de Thomas, de la même teinte brune que ceux de Louise, rencontrèrent ceux d'Élise. Il y avait une reconnaissance là, une compréhension silencieuse. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Ce qu'elle peut faire. Ce n'était pas une question, mais Élise acquiesça quand même. Elle a prédit la tempête d'hier, des heures avant, quand le ciel était encore dégagé. Thomas soupira profondément. Ça a commencé à 4 ans. 2 petites choses au début. Elle savait quand il allait pleuvoir, qui allait appeler, ce qu'elle recevrait comme cadeau avant d'ouvrir le paquet. Claire, ma femme, croyait que c'était un don précieux. Je confesse que j'ai mis du temps à l'accepter. Louise a mentionné sa mère, dit doucement Élise. Elle a dit qu'elle était partie vers les étoiles. L'expression de Thomas s'assombrit. Claire nous a quittés il y a 2 ans. Un accident? Il regarda sa fille, qui s'était endormie contre lui, et baissa la voix. C'est après son départ que tout est devenu plus intense. Les prémonitions de Louise sont devenues plus fréquentes, plus vives. Et puis les problèmes ont commencé. « Des problèmes ?» demanda Élise, se souvenant de la mention de Louise des méchants hommes. Thomas hésita, comme s'il évaluait jusqu'à quel point il pouvait faire confiance à Élise. Finalement, il sembla prendre une décision. « Madame Dufour, Élise, s'il vous plaît. »« Élise, » corrigea-t-il, avec un léger sourire. « Ce que je vais vous raconter peut sembler absurde, mais je dois vous faire comprendre le danger qui a entouré ma fille ces derniers mois et qui, malheureusement, a pu arriver jusqu'ici. » Il installa Louise soigneusement sur le canapé, s'assurant qu'elle dormait toujours profondément avant de continuer. « Ma femme venait d'une famille traditionnelle de Bretagne, les Leroy. Ils possédèrent des terres, une influence politique et, selon les histoires familiales, un trésor accumulé depuis l'époque de la Révolution. Pas seulement des bijoux ou de l'argent, mais des documents historiques,
des œuvres d'art, des reliques qui remontent à l'époque coloniale. Élise écoutait avec une fascination croissante. Cela ressemblait à l'intrigue d'un roman, pas à la vie réelle de personnes assises dans son salon. Claire ne s'est jamais intéressée à la fortune de sa famille. Elle était archéologue, passionnée par l'histoire, pas par les richesses matérielles. Quand nous nous sommes mariés, elle avait déjà rompu avec la plupart de ses parents, qui désapprouvaient son choix professionnel et, je dois l'admettre, moi aussi. Je n'étais qu'un ingénieur en début de carrière, sans le pédigré qu'ils espéraient. Thomas fit une pause perdue dans ses souvenirs. Nous avons construit notre vie loin d'eux, à Paris. J'ai créé ma propre entreprise technologique, qui a prospéré au-delà des attentes. Claire a continué ses fouilles et ses recherches. Nous étions heureux, surtout après la naissance de Louise. « Et le trésor ?» demanda Élise, incapable de contenir sa curiosité. « Ah, le trésor !» Thomas eut un rire sec. Nous pensions que ce n'était qu'une légende familiale, jusqu'à ce que, un mois avant l'accident, Claire reçoive une visite inattendue de son grand-père, Théodore Leroy. Il était très âgé, savait qu'il lui restait peu de temps, et voulait faire la paix avec sa petite-fille préférée. C'est alors qu'il lui a remis une vieille boîte en bois sculpté, avec un système de serrure complexe. La boîte contenait le trésor? Élise essaya d'imaginer d'anciens bijoux et des pièces d'or. Pas exactement. Elle contenait une carte et des instructions détaillées sur la façon de trouver le véritable trésor, caché quelque part dans la propriété originelle de la famille, près de Mont-Saint-Michel. Et aussi un testament, transférant légalement les droits surtout à Claire et par la suite à Louise, ignorant complètement le reste de la famille. Thomas passa la main dans ses cheveux, dans un geste qui mêlait fatigue et inquiétude. Le problème, c'est que le cousin de Claire, Édouard Leroy, a toujours cru que le trésor lui appartenait de droit. Il a enquêté toute sa vie, essayant de découvrir où le vieux Théodore avait caché les indices. Quand il a appris la visite et le cadeau, il est devenu furieux. Et il est l'un des méchants hommes que Louise a mentionnés? Oui, Édouard a des contacts dangereux, des personnes prêtes à faire n'importe quoi pour de l'argent. Nous avons commencé à remarquer des mouvements suspects autour de notre maison, des appels étranges. Claire était suffisamment inquiète pour cacher la boîte. Elle ne m'a pas dit où, seulement qu'elle était en sécurité, jusqu'à ce que Louise ait l'âge de décider quoi en faire. Thomas regarda sa fille endormie, son visage maintenant contracté dans ce qui semblait être un cauchemar. Une semaine plus tard, l'accident s'est produit. La voiture de Claire est tombée d'une falaise en route vers un site archéologique. La police a conclu à une défaillance des freins, mais je n'ai jamais pu prouver que c'était un sabotage. Élise sentit un nœud dans sa gorge. « Je suis désolé, Thomas. » Depuis lors, Édouard a intensifié ses recherches. Il est convaincu que Claire m'a dit où elle avait caché la boîte. Ou pire, que Louise le sait. Nous avons commencé à recevoir des menaces voilées, à remarquer des personnes nous suivant. Il y a 3 mois, j'ai décidé que nous devions disparaître un moment. J'ai liquidé quelques investissements, pris Louise et nous avons quitté Paris. Nous voyagions en bateau le long de la côte, changeant constamment d'emplacement. Jusqu'à la tempête, compléta Élise. Exactement. Nous étions ancrés dans la baie de Saint-Malo quand la tempête nous a surpris. Le bateau a commencé à prendre l'eau et pendant que j'essayais de contrôler la situation, j'ai réalisé que Louise n'était plus dans la cabine où je l'avais laissée. J'ai passé les derniers jours dans le désespoir craignant le pire. Thomas regarda directement dans les yeux d'Élise. Et maintenant, la retrouver ici, en sécurité, cela semble presque un miracle. Ou peut-être, connaissant ma fille, quelque chose de plus. Louise bougea sur le canapé, ses yeux s'ouvrant lentement. Pendant un moment, elle sembla désorientée, jusqu'à ce que son regard trouve son père, puis Élise. « Tu lui as parlé du trésor », dit la fillette. Non comme une question, mais comme une constatation. « Oui, ma chérie », répondit Thomas. « J'ai pensé qu'Élise méritait de savoir après avoir si bien pris soin de toi. » Louise s'assit, soudainement alerte. « Ils arrivent », annonça-t-elle, son ton urgent. « Le cousin Édouard nous a trouvés. » Thomas pâlit. « Tu es sûre, Louise? Comment le sais-tu? » « Je l'ai vu dans mon rêve. Une voiture noire, 2 hommes. Ils cherchent dans les pensions près du port, » expliqua la fillette, ses yeux montrant maintenant une peur réelle. « Ils seront ici avant midi. » Élise sentit un frisson parcourir son échine. Il y avait encore une partie d'elle qui voulait ne pas croire toute cette histoire fantastique, mais jusqu'à présent, toutes les prédictions de Louise s'étaient concrétisées. « Vous devez partir d'ici, » dit-elle, se surprenant elle-même par la fermeté de sa voix. « Je connais un endroit où vous pouvez rester caché quelques jours,
jusqu'à ce que vous décidiez de la prochaine étape. Thomas la regarda avec étonnement. Vous nous croyez? Vous êtes prête à nous aider? J'ai observé Louise pendant 4 jours. J'ai vu ce qu'elle peut faire. Et en plus, Élise hésita, incertaine de partager ce qu'elle ressentait. Il y a quelque chose dans toute cette histoire qui semble familier d'une certaine façon. Comme si je vous connaissais déjà d'ailleurs. Une lueur de reconnaissance passa dans les yeux de Thomas. Claire disait souvent qu'il existe des personnes destinées à se rencontrer. Des âmes qui se reconnaissent, même quand elles se voient pour la première fois. Le commentaire provoqua une étrange sensation chez Élise, comme si un souvenir lointain tentait d'émerger. Avant qu'elle puisse explorer ce sentiment, Louise se leva brusquement. « Nous devons partir maintenant », insista la fillette. « Ils viennent d'entrer dans la rue principale. » Thomas ne posa pas de questions. En quelques minutes, il rassembla le peu d'affaires qu'il avait avec lui et prit la main de sa fille. Élise, mue par une impulsion qu'elle ne comprenait pas totalement, prit les clés de sa voiture et un petit sac à dos d'urgence qu'elle gardait toujours prêt, habitude acquise après les grandes inondations qui touchaient occasionnellement la cité historique. « Ma voiture est à l'arrière. Nous pouvons sortir par la ruelle sans être vus, » expliqua-t-elle, les guidant par la cuisine jusqu'à une porte latérale. Tandis qu'ils se dirigèrent vers le véhicule, Élise fit un rapide appel à Rosalie, son employée de confiance, lui demandant de s'occuper de la pension quelques jours en raison d'une urgence familiale. Ce n'était pas exactement un mensonge, pensa-t-elle, en regardant Louise et Thomas. D'une manière inexplicable, en seulement 4 jours, cette enfant énigmatique était devenue importante pour elle, comme si elle était de la famille. Ce qu'Élise ignorait, alors qu'elle conduisait sur les routes sinueuses qui les éloignaient de Saint-Malo, c'était que la connexion entre eux était beaucoup plus profonde et ancienne que quiconque pouvait imaginer, et que les retrouvailles avec Thomas et Louise n'étaient pas une coïncidence, mais le déroulement d'événements mis en mouvement de nombreuses années auparavant, quand une jeune étudiante en tourisme avait aidé une fille perdue dans les rues de Mont-Saint-Michel pendant les vacances d'été. Une fille nommée Claire Leroy. La voiture d'Élise serpentait sur la route reliant Saint-Malo à Cancale, un petit village de pêcheurs à environ 30 km de distance. Le trajet, normalement éblouissant avec des vues sur la mer entourée de forêts, passait inaperçu pour les 3 occupants du véhicule, chacun plongé dans ses propres pensées. Louise était assise sur la banquette arrière, le regard fixé sur la fenêtre, bien qu'Élise soupçonna que la fillette ne voyait pas vraiment le paysage qui défilait devant ses yeux. Thomas, sur le siège passager, alternait entre vérifier le rétroviseur avec appréhension et regarder sa fille dans le miroir. « Où allons-nous exactement ?» demanda-t-il finalement, brisant le silence qui s'était installé depuis leur départ de Saint-Malo. « Mon frère a une maison à Cancale, » expliqua Élise, réduisant la vitesse en entrant dans un virage serré. « Il ne l'utilise que pendant les saisons touristiques, donc elle reste vide la plupart de l'année. Elle est isolée au bout d'un sentier, avec vue sur une plage déserte. Personne ne penserait à vous chercher là-bas. » Thomas acquiesça, visiblement soulagé. « Je ne sais comment vous remercier, Élise. Vous nous connaissez à peine, et vous prenez déjà tant de risques pour nous aider. » Élise gardait les yeux sur la route, mais un léger sourire se forma sur ses lèvres. « Peut-être que j'ai aussi un peu de ce don que Louise possède, une intuition sur les personnes, et quelque chose me dit que vous aider est la bonne chose à faire. » De la banquette arrière vint la voix douce de Louise. « Tu as déjà aidé notre famille avant. » Le commentaire fit froncer les sourcils d'Élise, confuse. Du coin de l'œil, elle vit Thomas se tourner pour regarder sa fille avec curiosité. « Que veux-tu dire, Lulu ?» demanda-t-il, utilisant le surnom qu'Élise avait donné à la fillette. Louise continuait à regarder par la fenêtre. « Maman me l'a raconté. Quand elle était jeune, elle s'est perdue à Mont-Saint-Michel. Une étudiante l'a aidée à retrouver le chemin vers la maison de ses grands-parents. » Un frisson parcourut Élise. Un souvenir lointain commença à se former dans son esprit. Mont-Saint-Michel il y a presque 20 ans, quand elle-même était une étudiante en tourisme faisant un travail de terrain sur les sites patrimoniaux. « Cette étudiante, » commença Élise, hésitante. « C'était toi, » compléta Louise, la regardant maintenant directement dans le rétroviseur. « Maman a gardé une photo. Vous deux, souriantes, devant la cathédrale de Chartres. »« Ce n'est pas possible, » murmura Élise, ralentissant involontairement la voiture, tandis que les souvenirs commençaient à s'assembler. « La cathédrale de Chartres n'est pas à Mont-Saint-Michel. »« Oui, » acquiesça Louise. « Vous vous êtes retrouvés un an plus tard lors d'une visite à Chartres.
C'est là que vous avez pris la photo. Thomas observait l'interaction avec une fascination croissante. Claire ne m'a jamais raconté cette histoire en détail. Elle a seulement mentionné qu'une amie d'université l'avait aidée pendant un voyage. Élise avait l'impression que le monde tournait autour d'elle. Des souvenirs longtemps oubliés ressurgissaient comme les pièces d'un puzzle. Une jeune fille aux cheveux noirs et aux yeux vifs, demandant son chemin au milieu de la foule de touristes. Les retrouvailles inattendues l'année suivante, les lettres échangées pendant un certain temps, jusqu'à ce que la vie les emmène sur des chemins différents. « Claire Leroy », murmura Élise, le nom se connectant enfin au visage dans ses souvenirs. « Mon Dieu, comment n'ai-je pas fait le rapprochement avant? Elle était votre femme. » Thomas acquiesça, tout aussi stupéfait. « Le monde est vraiment petit. »« Ce n'est pas une coïncidence, » déclara Louise avec la conviction sereine que seuls les enfants possèdent. « Maman m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je te retrouverais, que tu me protégerais. » Élise déglutit, des larmes inattendues brouillant sa vision. Elle arrêta la voiture sur le bas-côté, ayant besoin d'un moment pour assimiler la révélation. Claire, la jeune fille qu'elle avait brièvement connue il y a 2 décennies, l'avait mentionnée à sa fille. Avait-elle, d'une manière ou d'une autre, prévu que leurs chemins se croiseraient à nouveau? « Alors c'est pour ça que tu es venue à ma pension cette nuit-là, » dit Élise, se tournant pour regarder directement Louise. « Tu m'as reconnue ?» La fillette secoua la tête. « Pas exactement. Je n'avais jamais vu ton visage avant, seulement la vieille photo avec maman. Mais quand la tempête m'a séparé de papa, j'ai commencé à faire des rêves. J'ai vu une maison bleue avec une enseigne « Le refuge des marées » et une femme attendant à la fenêtre. Je savais simplement que je devais trouver cet endroit. » Thomas couvrit son visage de ses mains, visiblement ému. Claire disait toujours que Louise avait hérité d'une sensibilité spéciale de la famille Leroy. Des femmes avec le don de voyance, capables de percevoir des connexions invisibles pour les autres. Élise reprit la route, maintenant avec un nouveau sens du devoir. Ce qui semblait auparavant une coïncidence extraordinaire se révélait maintenant comme quelque chose de plus profond, peut-être même prédestiné. L'amitié brève mais significative avec Claire avait planté une graine qui fleurissait maintenant de manière inattendue. Claire m'a envoyé quelques lettres après notre rencontre, se souvint Élise tout en conduisant. Je me rappelle qu'elle mentionnait étudier l'archéologie, fascinée par les histoires de trésors cachés pendant la période médiévale. C'était sa passion. Plus qu'une passion, dit Thomas. C'était comme si elle avait une connexion personnelle avec le passé. Elle pouvait regarder des ruines et voir les vies qui y avaient été vécues. C'est ce qui l'a amenée à enquêter plus profondément sur le trésor de sa propre famille. Louise se pencha en avant, appuyant ses bras sur le dossier du siège de son père. Maman a découvert des secrets que personne d'autre ne connaissait. C'est pour ça que grand-oncle Théodore lui a donné la boîte, et pas au cousin Édouard. « Et cette boîte ?» commença Élise. « Avez-vous une idée d'où Claire aurait pu la cacher ?» Thomas soupira. « J'ai cherché partout dans notre maison à Paris, dans notre chalet à la campagne, même dans l'ancien appartement de Claire à Rennes, où elle habitait avant que nous nous rencontrions. Rien. Elle ne cacherait pas quelque chose d'aussi important dans ces endroits évidents, commenta Louise, son ton soudainement adulte. Maman était bien plus intelligente que ça. Pendant qu'ils conversaient, Élise aperçut le panneau indiquant l'entrée vers Cancale. Elle quitta la route principale et emprunta un chemin de terre qui serpentait entre la végétation dense de la côte. « Nous sommes presque arrivés », annonça-t-elle. « La maison est au bout de ce chemin. L'endroit est connu comme la plage du silence, bien que peu de touristes parviennent à y accéder. » Après quelques minutes à parcourir la route de plus en plus étroite et escarpée, Élise se gara près d'un sentier. « Nous devons continuer à pied d'ici. C'est seulement 10 minutes de marche. » Ils prirent l'essentiel de leurs rares bagages et suivirent le sentier, qui serpentait entre des arbres centenaires et offrait occasionnellement des aperçus de l'océan bleu turquoise en contrebas. L'air était imprégné de l'odeur de terre humide, de sel marin et de fleurs sauvages. Finalement, dans une petite clairière au bord d'une falaise, apparut une maison de 2 étages avec de larges vérandas, construite en bois traité et en verre, parfaitement intégrée au paysage environnant. « Votre frère a bon goût », commenta Thomas, admirant l'architecture. « Nicolas est architecte », expliqua Élise avec un sourire fier. « Il a conçu et construit cet endroit comme refuge personnel. Nous l'utilisons comme maison de vacances familiale, mais avec l'activité de la pension, je viens rarement ici. » Pendant qu'Élise cherchait la clé cachée sous une pierre spécifique près de l'entrée, Louise courut jusqu'au bord du terrain,
où une vue panoramique de la plage déserte s'ouvrait en contrebas. « C'est magnifique ici !» s'exclama la fillette, le vent marin agitant ses cheveux. Pendant un moment, elle semblait juste une enfant normale, sans le poids des dons spéciaux et des dangers qui l'entouraient. À l'intérieur de la maison, Élise montra les pièces principales. Un grand salon avec des fenêtres allant du sol au plafond, donnant sur la mer, une cuisine compacte mais bien équipée, 2 chambres à l'étage supérieur et un bureau qui pourrait être converti en chambre supplémentaire. « Nous serons confortables ici », dit Thomas, se détendant visiblement pour la première fois depuis qu'il était apparu à la porte de la pension. « Combien de temps pensez-vous que nous puissions rester ?»« Le temps nécessaire », répondit Élise, surprise par sa propre détermination. « Personne ne viendra ici sans que je le sache. Le gardien, M. André, vit à 1 demi-kilomètre à l'entrée de la propriété et il est discret. D'ailleurs, je dois l'avertir que nous utilisons la maison. » Pendant que Thomas explorait la cuisine à la recherche de provisions, Élise observa Louise, qui s'était assise sur la véranda et regardait fixement l'horizon. « À quoi penses-tu » demanda Élise, s'asseyant à côté de la fillette. « J'essaie de voir plus loin » répondit Louise, sans détourner son regard de l'océan. « Parfois, quand je me concentre suffisamment, je peux voir des choses qui vont se produire plus tard. Et tu vois quelque chose maintenant ?» Louise plissa le front en concentration. « C'est flou, comme s'il y avait un brouillard. Mais je sais que nous devrons aller à Mont-Saint-Michel éventuellement. C'est là que le trésor est caché. Mont-Saint-Michel, murmura Élise, se rappelant la cité historique de Normandie, avec ses ruelles médiévales et son abbaye qui avait été le décor de sa rencontre avec Claire tant d'années auparavant. Maman disait que tout était connecté, continua Louise. Le passé, le présent, le futur. Des personnes qui se rencontrent, se perdent et se retrouvent. Elle disait qu'il n'existe pas de coïncidence, seulement des destins qui s'entrelacent. Les paroles profondes, venant d'une enfant si jeune, provoquèrent une vague d'émotion chez Élise. Il y avait quelque chose chez cette fillette qui transcendait la compréhension normale, une sagesse ancienne dans un corps si petit. Soudain, Louise se tourna vers Élise, ses yeux maintenant complètement focalisés. « Il y a une autre personne impliquée dans cette histoire, quelqu'un qui nous cherche aussi, mais pas pour nous faire du mal. » « Qui ?» demanda Élise, intriguée. « Un homme. Il connaissait maman et... » Louise hésita, comme si elle essayait de déchiffrer une image confuse. « Il connaît aussi le cousin Édouard. Mais ils ne sont pas amis. » Avant qu'Élise puisse en demander plus, Thomas les rejoignit sur la véranda. « Nous n'avons pas beaucoup de provisions, » informa-t-il. « Nous devrons aller au village pour acheter de la nourriture. »« Je peux m'en charger, » proposa Élise. « Je connais bien la région et ce sera moins risqué si j'y vais seul. Vous devriez rester ici, caché. » Thomas semblait sur le point de protester, mais finit par acquiescer d'un signe de tête. Il sortit son portefeuille de sa poche et offrit une carte de crédit à Élise. « S'il vous plaît, utilisez ceci pour les achats. C'est le minimum que je puisse faire. » Élise accepta la carte à contre-cœur. « Je reviendrai dans quelques heures. Verrouillez les portes et n'ouvrez à personne. » Alors qu'elle se préparait à partir, Élise sentit une petite main saisir la sienne. Louise la regardait avec intensité. « Méfie-toi de l'homme aux lunettes noires au marché, » dit la fillette à voix basse. « Il posera beaucoup de questions. » Un frisson parcourut l'échine d'Élise. Les prévisions de Louise s'étaient avérées précises jusqu'à présent, et il n'y avait aucune raison de douter de celle-ci. Acquiesçant sérieusement à la fillette, elle promit « Je serai prudente ». Ce qu'Élise ignorait alors qu'elle descendait le sentier pour retourner à la voiture, c'était que sa visite au village de Cancale marquerait le début d'une nouvelle phase dans cette histoire extraordinaire. L'homme aux lunettes noires n'était pas celui qu'il craignait, mais quelqu'un dont le rôle se révélerait crucial dans les révélations à venir. Le petit marché de Cancale était relativement vide en ce jeudi après-midi. Élise poussait le chariot dans les allées étroites, sélectionnant soigneusement des aliments qui dureraient quelques jours. Riz, haricots, pâtes, conserves, fruits, pain et quelques produits d'hygiène de base. Son esprit, cependant, n'était pas totalement concentré sur les courses. Toutes les quelques minutes, elle jetait des regards discrets autour d'elle, cherchant l'homme aux lunettes noires que Louise avait mentionné. L'avertissement de la fillette l'avait mise en état d'alerte, bien qu'elle essayât de maintenir une apparence de normalité. Elle connaissait beaucoup de commerçants locaux et ne voulait pas éveiller les soupçons par un comportement inhabituel. « Madame Élise, ça fait un bail. » La voix familière de M. Jules
Le propriétaire du marché la tira de ses pensées. « Ça fait plus de 2 mois que vous n'êtes pas venu par ici. Vous avez décidé de prendre quelques jours de congé de la pension ?» Élise sourit, essayant de paraître détendue. « Eh bien oui, monsieur Jules. La basse saison est la seule chance que j'ai de profiter un peu de la maison de mon frère. »« Vous faites bien, » répondit l'homme, ajustant la casquette délavée qu'il portait toujours. « Elle travaille trop, cette demoiselle. Tout le monde a besoin de repos. » Tandis qu'ils discutaient de banalités, le temps, la diminution des touristes après les vacances, la pêche qui était bonne dans la région, Élise remarqua un mouvement du coin de l'œil. Un homme qu'elle ne reconnaissait pas entra dans le marché. Grand, de constitution athlétique, il portait un jean, une chemise en lin beige et, exactement comme Louise l'avait prédit, des lunettes noires malgré le jour nuageux. « Excusez-moi, monsieur Jules, » dit Élise, s'éloignant poliment. « Je dois prendre encore quelque chose avant de partir. » Elle continua ses achats, restant attentive aux mouvements de l'inconnu, qui semblait simplement sélectionner des articles de base. Eau, fruits, un paquet de biscuits. Pendant quelques minutes, Élise pensa qu'elle était peut-être paranoïaque. Après tout, Cancale recevait beaucoup de touristes, et il n'était pas rare de voir de nouveaux visages. Dans la file d'attente à la caisse, cependant, ses soupçons se confirmèrent. L'homme se positionna directement derrière elle, tenant seulement une bouteille d'eau minérale. Son instinct lui disait de sortir de là le plus vite possible, mais quelque chose dans la posture de l'homme, non menaçante mais presque expectative, la fit hésiter. « Journée difficile pour faire des courses, n'est-ce pas ?» commenta l'homme avec désinvolture, sa voix étonnamment douce pour quelqu'un de sa stature. « Ces villages côtiers deviennent si isolés quand il pleut. » Élise regarda par la fenêtre du marché. En effet, une pluie fine avait commencé à tomber, quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué dans sa vigilance. « Oui, les routes deviennent glissantes, » répondit-elle sèchement, espérant que son manque d'enthousiasme découragerait toute conversation supplémentaire. « Pardonnez mon intrusion, » continua-t-il, ignorant l'indice, « mais je n'ai pu m'empêcher de remarquer que vous achetez des provisions pour plusieurs personnes. Vous hébergez des amis dans la région ?» L'alarme interne d'Élise se déclencha. Comment savait-il qu'elle hébergeait quelqu'un? Ses achats auraient simplement pu être pour elle-même, faisant des provisions pour plusieurs jours. « J'aime me préparer, » répondit-elle évasivement. « On ne sait jamais quand le temps va empirer et que nous serons isolés. » L'homme sourit légèrement et, pour la première fois, Élise remarqua que, malgré sa posture confiante, il y avait quelque chose de fatigué dans son expression, visible même avec les lunettes noires couvrant une partie de son visage. « Sage précaution, » commenta-t-il. Puis, baissant la voix, « Madame Dufour, je ne veux pas vous effrayer, mais nous devons parler de Thomas et Louise Martin. » Élise sentit son sang se glacer dans ses veines. Elle regarda rapidement autour d'elle, vérifiant si quelqu'un aurait pu entendre, mais les autres clients étaient absorbés dans leurs propres achats. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » répondit-elle automatiquement, mais elle savait que son expression l'avait probablement trahi. « Je m'appelle Raphaël Moreau, » continua l'homme, retirant ses lunettes noires pour révéler des yeux brun clair perçants. « Je suis avocat et ami de Claire Leroy depuis l'époque de la faculté. J'essaie de localiser Thomas et Louise depuis des semaines. Non pour leur nuire, pour les aider. » La mention du nom de Claire fit vaciller Élise. « Comment m'avez-vous trouvé ?»« Ce n'a pas été facile, » admit Raphaël. « J'ai suivi des pistes, des rumeurs. J'ai appris que le bateau de Thomas avait été retrouvé partiellement coulé près de Saint-Malo. J'ai commencé à enquêter dans les pensions de la région, mais personne n'avait vu d'enfant correspondant à la description de Louise. Puis j'ai entendu parler d'une pension appelée le Refuge des Marais, dont la propriétaire était partie soudainement, invoquant une urgence familiale. La caissière attira l'attention d'Élise, qui passa mécaniquement ses achats et paya, essayant de garder son sang-froid tandis que son esprit travaillait frénétiquement. La description que Raphaël avait donnée semblait authentique, mais cela pouvait être un piège. Édouard Leroy, le cousin dangereux mentionné par Thomas, aurait facilement pu engager quelqu'un pour s'infiltrer. « Monsieur Moreau, » dit-elle finalement, après avoir récupéré ses sacs, « je ne peux pas vous aider. Excusez-moi. » Elle commença à s'éloigner, mais Raphaël la suivit jusqu'au parking, maintenant une distance respectueuse. « S'il vous plaît, écoutez-moi seulement, » insista-t-il. « Claire a laissé des documents avec moi avant son décès. Des documents qui peuvent protéger Louise des Leroy. Et j'ai aussi des informations sur Édouard que Thomas doit connaître. » Élise s'arrêta près de sa voiture, évaluant l'homme devant elle.
Il y avait de la sincérité dans ses yeux, mais elle avait déjà été trompée auparavant. « Si vous êtes vraiment ami de Claire, vous devez comprendre ma prudence, dit-elle finalement. Je ne peux pas simplement vous emmener jusqu'à eux sur la base de votre parole. Raphaël acquiesça, comme s'il s'attendait à cette réponse. Je comprends parfaitement, et je respecte votre loyauté. Claire aurait apprécié cela. Il sortit une carte de visite de sa poche et l'offrit à Élise. Mon numéro est là. Parlez à Thomas. Mentionnez l'affaire Saint-Michel. S'il faisait vraiment confiance à Claire, il saura qu'il peut me faire confiance. Élise prit la carte à contre-cœur. Je ne promets rien. C'est tout ce que je demande, répondit Raphaël. Je serai logé à l'auberge du port, à 2 kilomètres d'ici, pour les 2 prochains jours. Ensuite, je devrais retourner à Paris. Quand Élise entra finalement dans sa voiture et plaça les courses sur la banquette arrière, ses mains tremblaient légèrement. La rencontre avait été exactement comme Louise l'avait prédite. Un homme avec des lunettes noires, posant des questions. Mais y avait-il plus dans l'histoire que ce que la fillette avait vu? Pendant le trajet de retour à la maison de plage, Élise débattit entre dire immédiatement à Thomas au sujet de Raphaël ou enquêter davantage avant. Le nom « Affaire Saint-Michel » ne signifiait rien pour elle, mais apparemment ce serait une sorte de mot de passe entre Thomas et le prétendu ami de Claire. Quand elle arriva au sentier menant à la maison, le ciel s'était déjà considérablement assombri, tant par l'heure que par la pluie qui tombait maintenant avec plus d'intensité. Portant les sacs lourds, Élise monta le chemin boueux, impatiente d'atteindre l'abri. En approchant de la maison, elle perçut que quelque chose n'allait pas. Toutes les lumières étaient éteintes, alors qu'elles auraient dû être allumées en raison de l'obscurité croissante. Un silence oppressant planait dans l'air, perturbé seulement par le son de la pluie sur les feuilles des arbres. « Thomas? Louise » appela-t-elle, le cœur s'accélérant tandis qu'elle montait les marches de la véranda. Pas de réponse. La porte d'entrée était entr'ouverte, se balançant légèrement avec la brise humide. Élise lâcha les sacs et entra avec précaution, son esprit imaginant les pires scénarios. « Il y a quelqu'un » tenta-t-elle à nouveau, sa voix résonnant dans la salle vide. Le bruit soudain de quelque chose tombant à l'étage la fit sursauter. Instinctivement, Élise prit un tisonnier près de la cheminée comme arme improvisée et se dirigea vers l'escalier, chaque pas prudent et silencieux. Au sommet de l'escalier, elle entendit un murmure venant de la chambre principale. Elle s'approcha lentement, le tisonnier levé, prête à se défendre si nécessaire. Quand elle poussa la porte semi-ouverte, elle fut accueillie par un cri étouffé. « Ne t'approche pas !» La voix de Louise venait d'un coin sombre de la chambre où la fillette était recroquevillée, serrant ses genoux. « Lulu, c'est moi, Élise !» s'exclama-t-elle, lâchant le tisonnier et courant vers la fillette. « Que s'est-il passé? Où est ton père ?» Louise tremblait incontrôlablement, ses yeux écarquillés de peur. « Ils sont venus, » murmura-t-elle. « Des hommes. 3. Papa m'a dit de me cacher dans l'armoire pendant qu'il les distrayait. » Élise sentit comme si le sol avait disparu sous ses pieds. « Et où est-il maintenant? Ils ont enlevé ton père ?» Louise secoua la tête, des larmes coulant silencieusement sur son visage pâle. Il a réussi à s'échapper par la fenêtre arrière, vers la forêt. Il a dit qu'il reviendrait dès que ce serait sûr. Elle serra les bras autour de ses genoux, mais c'était il y a des heures. Une terreur glacée s'empara d'Élise. Thomas, seul dans la forêt, possiblement blessé, avec la nuit qui tombait et la tempête qui s'intensifiait. Et les hommes qui avaient envahi la maison, avaient-ils abandonné ou attendaient-ils quelque part, prêts à revenir? Et ils savaient où chercher, continua Louise, sa voix presque inaudible. Ils ont dit qu'ils t'avaient suivi depuis le marché. La culpabilité frappa Élise comme un coup de poing. Sa rencontre avec Raphaël avait-elle été un piège? Avait-il alerté les hommes d'Édouard pendant qu'il la distrayait avec son histoire? Partons d'ici, décida Élise, se levant et tirant doucement Louise. Ce n'est pas sûr de rester. Mais papa a dit d'attendre, protesta faiblement la fillette. Je laisserai un mot, répondit Élise, cherchant déjà du papier et un stylo. Il saura où nous trouver. Tandis qu'elle griffonnait un message pour Thomas, Élise essayait d'organiser ses pensées chaotiques. Si Raphaël était vraiment impliqué avec les intrus, l'auberge du port serait le dernier endroit où elle devrait aller. D'un autre côté, s'il était véritablement un allié comme il le prétendait, il pourrait être exactement celui dont elles avaient besoin maintenant. Louise observait Élise avec des yeux attentifs, comme si elle lisait dans ses pensées. « L'homme aux lunettes noires, dit-elle soudainement. Tu l'as rencontré. »
Oui, admit Élise, surprise. Comment sais-tu ce que je pense? Je ne sais pas, répondit la fillette. Mais je vois des images parfois. Je t'ai vu lui parler sur le parking. Il dit être ami de ta mère, un avocat nommé Raphaël Moreau. Les yeux de Louise s'illuminèrent de reconnaissance. Tonton Raph. Il venait à la maison parfois, avant que maman ne parte vers les étoiles. La confirmation de la fillette changea tout. Si Louise connaissait Raphaël, alors il disait probablement la vérité. Mais cela signifiait que quelqu'un d'autre les avait suivis, quelqu'un qu'Élise n'avait pas remarqué. « Lulu, nous devons trouver ton père et ensuite chercher tonton Raph, » expliqua Élise, terminant le mot et le plaçant à un endroit visible. « Il peut nous aider. »« Papa est allé vers le sud, » dit Louise avec certitude, pointant par la fenêtre. « Vers la plage au Gros Rocher. Il sait que je connais cet endroit, nous y sommes allés hier. » La confiance de la fillette était contagieuse. Élise rassembla rapidement quelques provisions des sacs qu'elle avait apportés, une lampe torche et un imperméable pour Louise. « Allons-y alors, reste près de moi et fais silence. » Elles sortirent par la porte arrière, Élise tenant fermement la main de Louise, tandis qu'elle s'avançait dans l'obscurité de la forêt. La pluie avait diminué pour devenir une bruine fine, mais les arbres gouttaient encore et le terrain était glissant et traître. Suivant les indications de Louise, elles prirent un sentier secondaire qui descendait vers la mer. Tous les quelques pas, Élise s'arrêtait pour écouter, craignant le son de poursuivants. Mais seul le vent dans les feuilles et le bruit distant des vagues brisant remplissèrent la nuit. Après presque 20 minutes de marche prudente, elles aperçurent la plage, une petite crique entourée d'imposantes formations rocheuses. La marée était basse, révélant des flaques entre les rochers qui reflétèrent le ciel nocturne, occasionnellement visible entre les nuages. « Là !» chuchota Louise, montrant une saillie rocheuse qui formait un petit abri naturel. Elles s'approchèrent avec précaution, et Élise dirigea le faisceau de la lampe vers l'intérieur de l'abri. Un mouvement soudain la fit reculer, mais bientôt la voix familière de Thomas retentit. « Élise, Louise !» Le soulagement qu'elles ressentirent fut momentané. Thomas émergea de l'abri, boitant visiblement, une coupure sur le front saignant encore légèrement. « Dieu merci, vous allez bien, dit-il, serrant sa fille avec force. « J'ai pensé qu'ils vous avaient peut-être capturé. »« Que s'est-il passé ?» demanda Élise, examinant avec inquiétude la blessure au front de Thomas. « Ils sont arrivés peu après ton départ, » expliqua-t-il, s'asseyant sur un rocher, visiblement épuisé. « 3 hommes. Ce n'étaient pas les mêmes qui nous suivaient à Paris, mais ils travaillent certainement pour Édouard. J'ai réussi à détourner leur attention pendant que Louise se cachait, puis je me suis enfui par la fenêtre. J'ai glissé dans la descente, je me suis cogné la tête. Je voulais revenir chercher Louise, mais ils surveillaient la maison. « Nous devons partir d'ici, » dit Élise avec urgence. « J'ai rencontré quelqu'un au marché. » Quelqu'un que Louise a reconnu, Raphaël Moreau. Le visage de Thomas montra une surprise authentique. « Raphaël est ici? Comment nous a-t-il trouvés? Il a dit qu'il avait suivi des pistes à partir du bateau endommagé. Il a mentionné quelque chose à propos d'une affaire Saint-Michel. Il a dit que tu comprendrais. » La tension dans les épaules de Thomas sembla diminuer légèrement. « Saint-Michel. Oui, cela confirme que c'est vraiment lui. C'était la première affaire sur laquelle Claire et Raphaël ont travaillé ensemble, un litige concernant des terres historiques. Il est logé à l'auberge du port, informa Élise. Il a dit qu'il a des documents de Claire, des documents qui peuvent protéger Louise. » Thomas ferma les yeux un moment, comme s'il assimilait l'information. Raphaël a toujours été loyal envers Claire. S'il est ici, c'est parce qu'elle a dû laisser des instructions. « Alors nous devrions le chercher ?» demanda Élise. « Oui » décida Thomas, se levant avec difficulté. « Mais nous ne pouvons pas aller directement à l'auberge. Ça pourrait être un piège, même si Raphaël n'est pas impliqué. Édouard a des ressources. Il peut avoir des personnes surveillant tous les établissements de la région. » Où aller alors? Élise se sentait perdue, la responsabilité pesant sur ses épaules. Ce fut Louise qui répondit, sa voix petite mais décidée, « À l'endroit où tout a commencé, où toi et maman vous êtes rencontrés. »« Mont-Saint-Michel » demanda Élise, confuse. « C'est là que nous devons aller, » confirma la fillette. « Le trésor est là-bas. Et les réponses aussi. » Thomas et Élise échangèrent des regards. Le voyage jusqu'à Mont-Saint-Michel serait long et dangereux dans leur état actuel. Mais si l'instinct de Louise était correct, comme il l'avait été jusqu'à présent, ce serait peut-être le seul moyen de mettre fin à cette situation une fois pour toutes.
D'abord, nous devons trouver Raphaël, décida Thomas. Il peut nous aider à atteindre Mont-Saint-Michel en sécurité. Sous le ciel qui s'éclaircissait lentement, annonçant la fin de la tempête et l'aube d'un nouveau jour, les trois commencèrent à planifier la prochaine étape de leur voyage inattendu. Un voyage qui les mènerait non seulement à travers la France, mais aussi à travers le temps, vers un passé qu'Élise croyait avoir laissé derrière elle, mais qui se révélait maintenant intrinsèquement lié à son présent et à son avenir. Le matin se leva humide après la tempête nocturne, un voile de brume couvrant les pentes verdoyantes qui descendaient jusqu'à la plage. Cachée dans une petite cabane de pêcheurs abandonnée, qu'Élise connaissait grâce à ses explorations de la région, les trois tentaient d'élaborer un plan pour contacter Raphaël sans attirer d'attention indésirable. « Nous ne pouvons pas simplement nous présenter à l'auberge du port », réfléchit Thomas, la coupure sur son front maintenant nettoyée et couverte d'un pansement improvisé. « Si les hommes d'Édouard surveillent l'endroit, nous nous livrerions sur un plateau. » Élise, qui avait passé la dernière heure à essayer de passer des appels depuis son téléphone portable, secoua la tête, frustrée. Le signal ici est pratiquement inexistant. Je n'arrive pas à appeler le numéro que Raphaël m'a donné. Louise était assise près de l'entrée de la cabane, observant la mer à travers la porte entr'ouverte. Depuis leur rencontre sur la plage, la fillette était restée étrangement silencieuse, comme si elle se concentrait sur des pensées qu'elle ne partageait pas. « Lulu !» appela Thomas, utilisant le surnom qu'il avait adopté après avoir entendu Élise l'utiliser. « Tu vois quelque chose ?» La fillette se tourna vers son père, ses yeux reflétant une maturité déconcertante. « Tonton Raph nous cherche. Il sait que nous sommes tout près. »« Comment le saurait-il » questionna Élise. « Parce que maman lui a parlé de moi, » répondit Louise simplement. « De ce que je peux faire, il y croit. » Thomas soupira. « Claire a toujours fait confiance à Raphaël, peut-être plus qu'à moi sur certains sujets, particulièrement concernant le don de Louise. »« Tu n'y croyais pas ?» demanda Élise curieuse. « Ce n'est pas que je n'y croyais pas, » expliqua Thomas, passant la main dans ses cheveux dans un geste de frustration. « C'est que je voulais une vie normale pour ma fille. Claire embrassait complètement le côté mystique de la famille Leroy, mais moi, je craignais ce que cela pourrait signifier pour l'avenir de Louise. Papa avait peur que les gens me trouvent bizarre, » intervint Louise sans rancune dans la voix, ou qu'ils essaient de m'utiliser. « Comme Édouard essaie maintenant, » compléta Thomas, l'amertume évidente dans son ton. Élise réfléchit à la complexité de la situation. Une enfant avec des dons extraordinaires, une fortune cachée, des rivaux dangereux. Cela semblait être l'intrigue d'un roman fantastique, pas la vie réelle de personnes avec qui elle avait créé des liens si rapidement. « Si Raphaël connaît la capacité de Louise, dit-elle finalement, peut-être pouvons-nous l'utiliser à notre avantage, envoyer un message d'une certaine manière. » Louise se leva brusquement, regardant au-delà de la porte. « Il vient !» annonça-t-elle. « Maintenant. » Avant que Thomas ou Élise puissent réagir, ils entendirent des pas s'approcher sur le sable. Thomas se plaça immédiatement devant sa fille, tandis qu'Élise saisissait une vieille rame appuyée contre le mur, la seule arme disponible. La silhouette d'un homme apparut contre la lumière du matin, projetant une ombre allongée à l'entrée de la cabane. Élise reconnut immédiatement les lunettes noires et la posture distinctive. « Raphaël » appela-t-elle, baissant la rame, mais restant alerte. « Puis-je entrer » demanda-t-il, sa voix calme contrastant avec la tension du moment. « Je suis seul, je promets. » Thomas fit un geste affirmatif et Raphaël entra dans la cabane, retirant ses lunettes en passant de la lumière brillante de l'extérieur à la pénombre de l'intérieur. Ses yeux rencontrèrent ceux de Thomas, et pendant un moment, les deux hommes se regardèrent simplement, des années d'histoire partagées, flottant silencieusement entre eux. « Ça fait longtemps, Thomas, » dit finalement Raphaël. « Presque 2 ans, » répondit Thomas, « depuis les funérailles de Claire. » Raphaël acquiesça, son expression s'adoucissant en regardant Louise. « Et toi, petite voyante, tu ressembles chaque jour davantage à ta mère. » La fillette sourit, le premier sourire authentique qu'Élise avait vu depuis l'invasion de la maison de plage. « Je savais que tu nous trouverais, tonton Raph. »« Comment » demanda Élise, intriguée. « Comment as-tu su où nous étions ?» Raphaël s'assit sur une caisse en bois, montrant des signes de fatigue. « Après notre rencontre au marché, je suis retourné à l'auberge. J'ai reçu un appel anonyme m'avertissant que des hommes étranges avaient été vus suivant une femme correspondant à votre description. J'ai immédiatement soupçonné que quelque chose n'allait pas. Alors ce n'est pas toi qui les as envoyés,
questionna Thomas encore méfiant. Bien sûr que non, répondit Raphaël, semblant sincèrement offensé. Claire était comme une sœur pour moi. Protéger Louise a été la dernière demande qu'elle m'a faite. Comment nous as-tu trouvés ici, dans cette cabane précise? Insista Élise. Raphaël sourit légèrement. Ça a été la partie la plus difficile. J'ai passé toute la nuit à parcourir la côte, vérifiant chaque cachette possible. J'étais sur le point d'abandonner quand... Il hésita, regardant Louise. Quand j'ai senti quelque chose, une sorte d'appel. C'est difficile à expliquer. Je t'ai appelé, confirma Louise avec naturel. De la même façon que maman m'a appris. Thomas regarda sa fille avec étonnement. Claire t'a appris à appeler les gens? Seulement les personnes spéciales, expliqua Louise. Des personnes connectées à nous. Maman disait que c'étaient des personnes avec qui nous avions des liens d'autre vie. Raphaël acquiesça, comme si l'explication avait parfaitement sens. Claire croyait fermement à ces connexions. C'est ainsi qu'elle a trouvé le trésor, en suivant non seulement des cartes et des documents, mais des intuitions, des rêves. « Tu sais à propos du trésor ?» demanda Élise. « Je sais plus que Thomas ne l'imagine », répondit Raphaël, s'adressant à l'autre homme. « Claire est venue me voir quelques semaines avant son décès. Elle avait finalement déchiffré les indices laissés par son grand-père. Elle savait où était le trésor, mais elle savait aussi qu'elle était observée, suivie. Par Édouard, compléta Thomas amèrement. Pas seulement par Édouard, corrigea Raphaël, son expression devenant grave. La situation est plus complexe que tu ne l'imagines, Thomas. Édouard n'est qu'un pion dans un jeu plus grand. Le silence qui suivit était presque palpable. Élise observait l'interaction entre les deux hommes, se sentant simultanément intruse et partie essentielle du puzzle qui se formait. « Quel jeu ?» demanda finalement Thomas, sa voix presque un murmure. Raphaël regarda Louise, comme s'il évaluait ce que la fillette devrait entendre. Se décidant, il continua. « Le trésor des Leroy n'est pas seulement matériel. Parmi les documents et les reliques, il existe des registres qui remontent au XVIIIe siècle, quand la famille s'est établie en France. Des registres qui compromettent des figures puissantes du présent. »« Quel genre de registre ?» insista Thomas. « Des preuves de transactions illégales, d'appropriation de terres, de blanchiment d'argent à travers les générations. Une toile de corruption qui relie d'anciennes familles à des politiciens et des hommes d'affaires actuels, expliqua Raphaël. Claire a découvert cela en recherchant l'histoire de la famille et a réalisé le danger que cela représentait. Alors ce n'est pas seulement Édouard qui veut le trésor, comprit Élise. Il y a d'autres personnes intéressées à ce que ces documents ne voient jamais le jour. Exactement, confirma Raphaël. Édouard est seulement le plus visible d'entre eux, par son obsession pour la fortune matérielle. Les autres préfèrent rester dans l'ombre, tirant silencieusement les ficelles. Thomas semblait abasourdi par ces révélations. Claire ne m'a jamais dit ces détails. Elle parlait du trésor comme d'un héritage culturel, historique, pas comme de quelque chose qui pourrait ruiner des vies. Elle te protégeait, dit doucement Raphaël. Moins tu en savais, moins tu risquais. Cela vaut aussi pour Louise. Mais elle t'a tout dit, à toi, observa Thomas, une pointe de ressentiment dans sa voix. Seulement parce qu'elle avait besoin de quelqu'un avec des connaissances juridiques, quelqu'un qui pourrait garantir que les preuves seraient utilisées de façon appropriée le moment venu, expliqua Raphaël. Claire ne voulait pas de vengeance ou de scandale. Elle voulait la justice, la réparation. Louise, qui était restée silencieuse pendant la conversation, s'approcha de son père. Maman a fait ce qu'elle pensait être juste. Elle disait toujours que parfois nous devons protéger ceux que nous aimons en leur cachant des choses. La sagesse dans les paroles de l'enfant sembla apaiser Thomas, qui serra sa fille contre lui. « Tu as raison, ma petite. Ta mère a toujours été la plus sensée de nous deux. » Raphaël sortit de son sac à dos une grosse enveloppe. « Claire m'a laissé ceci, à remettre à toi et à Louise au cas où il lui arriverait quelque chose. Ce sont des documents légaux, transférant officiellement tous les droits sur le trésor et les propriétés Leroy à Louise, avec toi comme tuteur jusqu'à sa majorité. Il y a aussi une lettre personnelle et... » il hésita, regardant Élise. « Et des instructions sur la façon de trouver une personne spécifique au cas où vous auriez besoin d'aide. »« Quelle personne ?» demanda Thomas. Raphaël sourit, regardant directement Élise. « Une étudiante en tourisme qui a un jour aidé une jeune fille perdue à Mont-Saint-Michel. Claire croyait que vous vous retrouveriez, que cela faisait partie d'un plan plus grand. » Élise sentit un frisson parcourir son échine. L'idée que Claire avait prévu leur rencontre, avait laissé des instructions spécifiques la mentionnant,
était à la fois effrayante et étrangement réconfortante. « Alors ce n'était pas une coïncidence, » murmura-t-elle. « Louise apparaissant à ma pension cette nuit-là. »« Claire ne croyait pas aux coïncidences, » répondit Raphaël, « seulement au destin entrelacé. » Thomas ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante, examinant brièvement les documents légaux avant de trouver une enveloppe plus petite, scellée, avec son nom écrit dans l'élégante calligraphie qu'il reconnaissait si bien. Il la mit dans sa poche comme s'il n'était pas encore prêt à lire les derniers mots de sa femme. « Et maintenant ?» demanda-t-il, regardant Raphaël. « Édouard et ses alliés ne renonceront certainement pas. »« Maintenant ?» répondit Raphaël. « Nous faisons exactement ce que Claire avait prévu. Nous allons à Mont-Saint-Michel. Nous trouvons le trésor et nous utilisons les documents comme elle le souhaitait, pour faire justice, pas pour la vengeance. »« Mont-Saint-Michel » répéta Louise comme pour confirmer. L'endroit où tout a commencé. Élise se sentait partagée. D'un côté, il y avait sa vie à Saint-Malo, la pension, ses responsabilités. De l'autre, elle se sentait inexplicablement liée à Thomas et Louise, comme si elle avait trouvé une famille qu'elle ne savait pas chercher. « Élise, » dit Thomas, remarquant son hésitation, « nous comprenons si tu ne veux pas t'impliquer davantage. Tu as déjà fait beaucoup pour nous, tu t'es mise en danger. »« Non, » l'interrompit-elle, surprise par sa propre conviction. « Je suis dans cette histoire jusqu'au bout. Si Claire croyait que j'avais un rôle à jouer, qui suis-je pour contester ?» Le sourire qui illumina le visage de Louise fut une récompense suffisante pour Élise. La fillette s'approcha et prit sa main, entrelaçant ses petits doigts aux siens dans un geste de profonde confiance. « Alors c'est décidé, » déclara Raphaël. « Mais nous devons être intelligents. Édouard surveille probablement les aéroports, les gares. Nous devrons voyager discrètement par des routes indirectes. J'ai un ami qui a un bateau de pêche, proposa Élise. Il pourrait nous emmener jusqu'à Granville. De là, nous pourrions prendre la route, changeant de transport plusieurs fois pour brouiller les pistes. » Thomas acquiesça, une nouvelle détermination dans son regard. « Et une fois à Mont-Saint-Michel, la vieille maison des Leroy, répondit Raphaël. Elle est abandonnée depuis des années, depuis la mort du grand-père de Claire. Personne ne penserait à chercher là-bas. C'est le dernier endroit où Édouard s'attendrait à ce que le trésor soit caché, littéralement sous son nez. « Mais comment saurons-nous exactement où chercher ?» questionna Élise. « Une vieille maison doit avoir d'innombrables cachettes possibles. » Ce fut Louise qui répondit, sa voix étonnamment ferme pour une enfant de son âge. « Je saurai. Maman me l'a montré dans mes rêves. Elle savait qu'un jour j'aurais besoin de trouver le chemin. » Les trois adultes regardèrent la fillette avec un mélange d'admiration et d'appréhension. Le poids de la responsabilité sur des épaules si petites semblait injuste, mais il y avait une force en Louise qui transcendait son âge, une force qui venait non seulement de son don extraordinaire, mais de l'amour et de la confiance que Claire avait placé en elle. « Nous partirons au crépuscule, » décida Raphaël, « quand il y aura moins de regards attentifs. » Pendant que les autres discutaient des détails pratiques du voyage, Élise observait la mer à travers la porte entr'ouverte de la cabane. Les vagues se brisaient doucement sur la plage, indifférentes aux drames humains qui se déroulaient. Il y a à peine une semaine, sa vie suivait son cours tranquille et prévisible. Maintenant, elle était sur le point d'embarquer dans un voyage qui changerait tout. « Tu as peur ?» La voix de Louise l'attira de ses pensées. La fillette s'était approchée silencieusement, l'observant avec ses yeux qui semblaient avoir bien au-delà du visible. « Un peu, » admit Élise. « Mais je suis aussi curieuse. Impatiente même. » Louise sourit, un sourire qui rappelait celui de Claire sur les rares photographies qu'Élise avait vues. « Tout ira bien. Nous sommes ensemble maintenant. La famille est complète. » Le mot « famille » résonna dans le cœur d'Élise, remplissant un vide qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle s'était habituée à sa présence. Sans réfléchir, elle serra la fillette dans ses bras, ressentant une vague de protection et d'affection qui la surprit elle-même par son intensité. Ce qu'Élise ignorait, c'est que cette étreinte scellait un pacte silencieux, une promesse qui transcendait les mots. À partir de ce moment, leur destin était irrévocablement entrelacé, non seulement par les événements extraordinaires qui les avaient réunis, mais par des choix faits avec le cœur, des choix qui transformeraient le cours de leur vie pour toujours. Alors que le soleil commençait sa descente vers l'horizon, peignant le ciel de tons orange et roses, les quatre se préparaient pour le voyage qui les attendait. Un voyage vers un passé qui devait être confronté pour qu'un nouveau futur puisse naître. Le soleil se levait sur Mont-Saint-Michel, ses premières lueurs dorées illuminant les toits médiévaux et les tours de l'abbaye historique.
Après 5 jours de voyage prudent, d'abord en bateau jusqu'à Granville, puis par des routes secondaires dans différentes voitures, alternant entre bus locaux et covoiturage stratégique, le groupe arrivait finalement à destination. La cité semblait endormie en ces premières heures du matin, seuls quelques commerçants installant leurs étals et des pêcheurs revenant avec le produit de leur pêche nocturne. Pour Élise, retourner à Mont-Saint-Michel après tant d'années provoquait une étrange sensation de déjà-vu, comme si elle fermait un cercle commencé 2 décennies plus tôt. La maison se trouve en contrebas de l'abbaye, expliqua Raphaël, consultant une vieille carte que Claire lui avait laissée. C'est l'une des constructions les plus anciennes de la cité, datant du XVIIe siècle. Les Leroy furent l'une des premières familles à s'y établir. Ils marchaient discrètement, évitant les rues principales. Louise, tenant fermement la main d'Élise, semblait absorber chaque détail de la cité, ses yeux enregistrant les ruelles pavées, les maisons à colombages, les places où les artistes commençaient à installer leurs expositions. « Je suis déjà venu ici », commenta la fillette, non comme une question mais comme une constatation. Dans les rêves que maman m'envoyait, Thomas, qui avait lu et relu la lettre de Claire ces dernières nuits, observait sa fille avec une nouvelle compréhension. La lettre, dont il n'avait partagé que partiellement le contenu avec les autres, avait révélé la profondeur du don de Claire et sa conviction que Louise serait encore plus puissante, capable non seulement de voir l'avenir, mais d'une certaine façon de l'influencer à travers ses connexions avec certaines personnes. « Nous sommes presque arrivés », annonça Raphaël, tournant dans une ruelle étroite qui montait abruptement. Au bout de la montée, partiellement cachée par des arbres centenaires, se dressait la maison Leroy. C'était une construction imposante malgré les signes évidents d'abandon. Murs écaillés, fenêtres aux vitres brisées, un jardin complètement envahi par les mauvaises herbes. Un mur élevé entourait la propriété, surmonté de pointes de fer rouillées. « Comment allons-nous entrer » demanda Élise, observant le portail principal verrouillé avec de grosses chaînes et des cadenas. Raphaël sourit discrètement. Claire a pensé à tout. De son sac, il sortit un trousseau de vieilles clés. Son grand-père lui a remis ses clés avec la boîte. Ce sont les clés de tous les accès de la propriété, y compris... Il marcha le long du mur jusqu'à s'arrêter devant un portail plus petit, presque invisible sous la végétation. Cette entrée de service. La clé tourna difficilement dans la serrure rouillée, mais finalement le portail céda avec un gémissement aigu. Un par un, ils entrèrent dans la propriété, Raphaël refermant le portail derrière eux pour ne pas attirer l'attention. Le jardin intérieur était un témoignage silencieux de temps plus prospères, des statues couvertes de mousse, une fontaine asséchée depuis des années, des parterres qui avaient un jour abrité des fleurs luxuriantes maintenant envahies par les mauvaises herbes. Le chemin jusqu'à la maison principale était partiellement bloqué par des branches tombées et de la végétation sauvage. « Nous devons être prudents », avertit Raphaël tandis qu'ils avançaient. « La structure peut être compromise à certains endroits. » L'entrée de la maison était marquée par un escalier de pierre qui menait à une large véranda avec des colonnes. La porte principale, en bois massif sculpté avec les armoiries de la famille Leroy, semblait résister bravement au temps, bien que ses gonds protestent bruyamment quand Raphaël l'ouvrit. L'intérieur de la maison était une capsule temporelle, meubles couverts de draps poussiéreux, lustres en cristal enveloppés de toiles d'araignée, portraits d'ancêtres au mur observant de leurs yeux peints les intrus qui troublaient leur long silence. La lumière entrait timidement par les fenêtres, partiellement bloquées par du lierre, créant un jeu d'ombres et de clarté qui donnait à l'environnement un air éthéré. « C'est incroyable !» murmura Élise, admirant les détails architecturaux qui survivaient encore sous des couches de poussière et d'abandon. « J'imagine comment ça devait être dans ces jours de gloire. » Claire parlait souvent des fêtes que son grand-père donnait ici quand elle était enfant, commenta Thomas, passant la main sur un piano à queue couvert. Politiciens, artistes, intellectuels, tous voulaient être vus dans la maison Leroy. Louise, qui jusqu'alors marchait silencieusement aux côtés d'Élise, lâcha soudainement sa main et s'avança, comme tirée par une force invisible. « Lulu !» appela Élise, inquiète. La fillette ne répondit pas. D'un pas assuré, elle traversa le salon principal et se dirigea vers un corridor latéral, les yeux fixés sur quelque chose que seule elle semblait voir. « Elle suit les indices », expliqua Thomas à voix basse, faisant signe de suivre sa fille sans l'interrompre. Claire a écrit dans sa lettre qu'elle avait planté des graines de mémoire, en Louise, des fragments qui s'activeraient quand elle serait au bon endroit.
Ils suivirent la fillette à travers des corridors labyrinthiques, descendant un escalier de service, jusqu'à arriver à une cuisine spacieuse avec un four à bois monumental et des armoires qui atteignaient le plafond. Louise s'arrêta devant une porte simple, presque imperceptible dans un coin de la cuisine. « C'est ici », dit-elle, sa voix résonnant dans le silence de la maison abandonnée. Raphaël s'avança, essayant plusieurs clés jusqu'à trouver celle qui tournait dans la serrure. La porte révéla un escalier étroit qui descendait vers ce qui semblait être une cave. « Attention aux marches !» avertit-il, allumant une lampe torche pour éclairer le chemin. Ils descendirent en file indienne, l'escalier de pierre humide exigeant de l'attention à chaque pas. La cave était vaste, divisée en plusieurs sections qui semblaient avoir servi de zone de stockage, de cave à vin et même de petites chapelles improvisées, avec un autel simple et des images de saints couvertes de poussière. Louise continua son chemin sans hésitation, se dirigeant vers un mur de pierre apparemment solide au fond de la cave. Elle s'arrêta devant celui-ci et pointa un bloc spécifique qui semblait identique aux autres. « Ici », déclara-t-elle. Raphaël examina la pierre indiquée, appuyant dessus à différents endroits, jusqu'à ce que, avec un clic audible, elle s'enfonce, révélant une petite cavité. À l'intérieur se trouvait un levier métallique. « Un mécanisme secret », murmura-t-il, admiratif. Typique des constructions importantes de l'époque. Généralement, il menait à des tunnels de fuite ou à des salles où l'on gardait des objets précieux. Avec précaution, il tira le levier. Le son d'engrenage ancien en mouvement résonna dans la cave, et toute une section du mur commença à se déplacer, révélant un passage étroit. « Incroyable !» s'exclama Élise, regardant Louise avec admiration. La fillette souriait sereinement, comme si la découverte de ce lieu secret était la chose la plus naturelle du monde. Raphaël ouvrit la voie dans le tunnel bas, suivi par Louise, Élise et Thomas. Après environ 20 mètres, le tunnel s'ouvrait sur une chambre circulaire, petite mais impressionnante de conservation. Les murs étaient revêtus de bois sculpté, et au centre se trouvait une table ronde avec un chandelier ancien, et sur la table, une boîte. Elle n'était pas grande, approximativement de la taille d'une boîte à chaussures, mais son apparence était extraordinaire. Faite de bois sombre richement sculpté avec des motifs qui mélangeaient des symboles français et celtiques, elle était fermée par un système complexe de serrures et possédait des incrustations de ce qui semblait être des pierres précieuses. « La boîte au trésor », murmura Thomas, s'approchant lentement. « Pas exactement », corrigea Louise. « Assez seulement la première clé. » Tous regardèrent la fillette qui s'approcha de la boîte sans hésitation. Avec délicatesse, elle posa ses mains dessus et ferma les yeux comme si elle écoutait quelque chose. Après quelques moments, elle ouvrit les yeux et regarda son père. « J'ai besoin du médaillon, papa. Celui que maman m'a donné pour mon 7e anniversaire. » Thomas parut surpris, mais porta immédiatement la main à son cou, retirant de sous sa chemise une chaîne avec un médaillon en argent. « Celui-ci ? Tu as toujours dit que c'était juste un cadeau d'anniversaire. »« C'est plus que ça, » expliqua Louise, prenant le médaillon. « C'est la clé. » Avec la précision de quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle fait, la fillette inséra le médaillon dans une dépression circulaire sur le couvercle de la boîte. Il s'adaptait parfaitement. En le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, ils entendirent une série de clics, comme si des mécanismes internes se déplaçaient. Le couvercle de la boîte s'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux ou de pièces d'or, comme ils auraient pu s'attendre d'un trésor traditionnel. À la place, ils trouvèrent un ensemble de documents anciens, soigneusement préservés, un petit livre relié en cuir qui ressemblait à un journal et une carte détaillée. « Les vrais trésors sont rarement ce qu'ils semblent être », commenta Raphaël, examinant les documents avec un respect révérencieux. Ces papiers contiennent des histoires jamais racontées, des vérités supprimées pendant des générations. Thomas prit le journal, reconnaissant immédiatement l'écriture de Claire dans les dernières pages. « Elle a continué l'histoire », murmura-t-il, ému. Elle a ajouté ses propres découvertes à celles de ses ancêtres. Louise, pendant ce temps, dépliait la carte sur la table. C'était un plan détaillé de la propriété Leroy, incluant des tunnels et des chambres secrètes qui s'étendaient bien au-delà de la maison principale. « Le vrai trésor est ici », dit-elle, montrant un point marqué d'un symbole qui ressemblait à un arbre stylisé. « Dans le jardin arrière, sous le chêne centenaire.
Élise, qui observait tout avec une admiration croissante, remarqua quelque chose d'écrit au verso de la carte. « Il y a un message ici », commenta-t-elle, tournant soigneusement le papier vieilli. Les mots écrits dans une calligraphie élégante et ancienne disaient « Le véritable trésor n'est pas dans l'or ou les pierres précieuses, mais dans la connaissance qui peut libérer et la vérité qui peut guérir. Que ceux qui trouveront cet héritage aient la sagesse de l'utiliser non pour leur bénéfice personnel, mais pour le bien de beaucoup. Le sang des Leroy porte autant de bénédictions que de responsabilités. » Louise acquiesça, comme si les mots confirmèrent quelque chose qu'elle savait déjà. C'est pour ça que maman a fait confiance à Raphaël pour aider avec les documents. Il montre comment des familles puissantes ont pris des terres qui ne leur appartenaient pas, comment des fortunes ont été bâties sur des injustices. Et il révèle aussi des connexions entre ces anciennes appropriations et des figures du pouvoir actuel, compléta Raphaël qui examinait déjà certains des documents. Des noms de familles qui contrôlent encore aujourd'hui de grands secteurs de l'économie et de la politique française, y compris les Leroy eux-mêmes, ajouta Thomas sombrement. J'imagine qu'Édouard est plus intéressé à supprimer ces vérités qu'à toute richesse matérielle. Nous devons emporter tout ceci dans un lieu sûr, décida Raphaël, commençant à organiser les documents. J'ai des contacts à Paris, des personnes de confiance qui sauront comment procéder avec ces informations de façon responsable. Pendant que les adultes discutaient des prochaines étapes, Louise s'approcha d'Élise, qui s'était légèrement écartée, se sentant un peu comme une intruse dans ce moment familial. « Il y a quelque chose pour toi aussi », dit doucement la fillette, tendant une enveloppe qu'elle avait retirée du fond de la boîte. Surprise, Élise prit l'enveloppe. Son nom était écrit sur le devant, dans une calligraphie qu'elle ne reconnaissait pas. « Pour moi? Comment est-ce possible? »« Maman savait que tu serais ici, » expliqua Louise avec simplicité. Elle voyait des choses, comme moi. D'une main tremblante, Élise ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre et une photographie, la même que Louise avait mentionnée, montrant Élise et Claire souriantes devant la cathédrale de Chartres, jeunes et insouciantes, sans idée de comment leur destin s'entrelacerait dans le futur. La lettre commençait ainsi. « Chère Élise, si tu lis ceci, cela signifie que ma fille a trouvé son chemin jusqu'à toi, comme j'ai toujours su que cela arriverait. Notre brève rencontre, il y a tant d'années, n'était pas une coïncidence, mais le premier fil d'une tapisserie que le destin tisse patiemment. J'ai toujours su que je ne serais pas présente pour guider Louise dans son voyage le plus important. Cette certitude m'est venue en rêve, les mêmes rêves qu'elle partage maintenant. Mais j'ai aussi vu qu'elle ne serait pas seule, qu'elle trouverait en toi la force et l'affection dont elle aurait besoin quand je ne pourrais plus les lui offrir. » Les larmes brouillaient la vision d'Élise, tandis qu'elle continuait à lire. Claire décrivait comment elle avait reconnu en Élise, même durant leur brève rencontre, une âme sœur, quelqu'un avec une capacité innée de prendre soin, de protéger, d'aimer inconditionnellement. Elle parlait de comment elle avait gardé le souvenir de cette rencontre, pressentant qu'un jour ce serait important. « Je ne te demande pas de prendre ma place. Personne ne peut le faire. Je demande seulement que, si ton cœur le désire, tu te permettes de faire partie de cette famille inhabituelle qui se forme maintenant. Thomas aura besoin de quelqu'un qui l'aide à accepter l'extraordinaire, et Louise aura besoin de quelqu'un qui comprenne que son don est une bénédiction, pas un fardeau. Tu as toujours eu cette compréhension, même sans t'en rendre compte. » La lettre se terminait par une demande à Élise de suivre son cœur, quelle que soit sa décision, et une affirmation que, d'une certaine façon, Claire savait qu'elle avait fait le bon choix en faisant confiance à la connexion entre elles. Quand Élise eut fini de lire, elle leva les yeux pour trouver Thomas qui l'observait, une question silencieuse dans son regard. Louise avait rejoint son père, et tous deux attendaient, comme s'ils comprenaient qu'un moment crucial se déroulait. « Claire t'a laissé une lettre, » dit doucement Thomas. Dans la mienne, elle mentionnait l'avoir fait. Elle parlait de possibilités, de comment le destin nous offre parfois des secondes chances de façons inattendues. Élise regarda la photographie dans ses mains, les jeunes visages souriants, puis Louise, les mêmes yeux que Claire, la même intuition profonde, la même capacité de voir au-delà du visible. Et Thomas, dont le regard contenait maintenant non seulement de la gratitude, mais quelque chose de plus, quelque chose de nouveau et encore indéfini, mais plein de potentiel. Claire a toujours su, n'est-ce pas, demanda Élise, un sourire se formant à travers ses larmes, que nous nous retrouverions ainsi, que nous formerions cette connexion.
Louise acquiesça. Maman disait que certaines personnes sont comme des étoiles. Elles peuvent être séparées par de grandes distances, mais font toujours partie de la même constellation. À ce moment-là, dans la maison Leroy, entourée de secrets anciens et de vérités nouvellement découvertes, quelque chose se solidifia entre eux, une compréhension mutuelle, une promesse silencieuse, le début d'un nouveau chapitre. Raphaël, qui avait observé la scène avec respect, s'approcha avec les documents organisés. « Nous avons ce que nous sommes venus chercher. Maintenant, nous devons sortir d'ici avant qu'Édouard ou ses associés ne découvrent notre présence. » Thomas acquiesça, la détermination revenant sur son visage. « Oui, nous avons encore beaucoup à faire. Ces documents doivent arriver entre les bonnes mains et nous devons encore assurer la sécurité de Louise. »« Et après ?» demanda Élise, regardant le père et sa fille. Ce fut Louise qui répondit, prenant la main d'Élise et celle de son père, les unissant avec le naturel d'une enfant qui voit ce que les adultes ne parviennent souvent pas à percevoir. « Après, nous construirons quelque chose de nouveau, ensemble. » Tandis qu'ils remontèrent vers la maison, portant non seulement les documents physiques, mais aussi le poids des vérités qu'ils avaient découvertes et la légèreté des possibilités qui s'ouvraient, Élise réfléchit à comment sa vie avait changé en seulement une semaine. Une tempête, une fillette perdue, des retrouvailles prédestinées et maintenant un nouveau commencement. Dehors, le soleil de Mont-Saint-Michel brillait sur les toits médiévaux, l'abbaye historique, les rues pavées qui gardaient tant d'histoire. La cité qui avait été témoin du début de ce voyage extraordinaire 20 ans plus tôt assistait maintenant à son dénouement, comme si le temps n'était qu'une rivière qui forme occasionnellement des tourbillons, ramenant à la surface ce qui semblait perdu à jamais. Alors qu'ils quittèrent la propriété Leroy, discrètement comme ils étaient entrés, Élise regarda Louise qui marchait entre elle et Thomas, une main dans chacune des leurs. La fillette sourit, ce sourire qui mêlait innocence enfantine et sagesse ancienne, et Élise sut avec une certitude qui venait du plus profond de son être qu'elle avait trouvé le véritable trésor, non pas dans des documents anciens ou des secrets historiques, mais dans la famille improvisée que le destin avait réunie de manière si inattendue. Un mois plus tard, la pension Le Refuge des Marais à Saint-Malo accueillait ses clients avec une nouveauté. Une plaque dorée à côté de la réception informait qu'une partie des revenus de l'établissement était destinée à la récemment fondée Fondation Étoile de Clair, dédiée à accueillir et soutenir les enfants avec des dons spéciaux. Et sur la véranda de la pension, tous les après-midi, on pouvait voir une scène qui devint rapidement familière pour les habitants locaux. Élise et Thomas assis côte à côte, observant Louise jouer dans le jardin, leur visage illuminé par un type de bonheur que l'on ne trouve que lorsque, après de nombreux détours, le destin nous guide finalement vers notre foyer.